Merci beaucoup d'être là pour ce lancement. Peut-être pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, je suis Lisa Amar. Je suis libraire à Le Guylion à mes heures perdues. Je suis étudiante en parallèle, donc je suis pas très souvent ici. Et puis peut-être que je vais te laisser te présenter aussi, ça va être plus... Plutôt que je fasse une présentation très formelle. Non, ça va. Ouais. Laurence Pelletier, autrice de ce présent essai. Je suis chargée de cours, autrice. Aussi, je travaille comme correctrice, réviseur. J'écris des textes dans des revues culturelles. Puis en fait, cet essai-là, c'est un peu la réécriture, l'adaptation de ma thèse en essai. Donc, ça a été un travail quand même de longue haleine. Ça a pris à peu près 3 ans, là, le remaniement. Donc, c'est aussi drôle de traverser tout ce temps depuis le début de l'écriture qui a commencé en 2014 jusqu'à maintenant, ça fait presque 10 ans, là, quand on compte tout le temps passé. Mais donc voilà, je pense que ça va. Ok, super. Ben, justement, tu dis que ce livre, il est comment dire, il fait suite à ta thèse. Et moi, je l'ai lu avec vraiment beaucoup d'attention. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai des objets de recherche, parce que je suis en thèse actuellement, et j'ai des sujets de recherche qui parfois rejoignent un peu les questions que tu poses et les réponses que tu apportes surtout. Et en conclusion, tu dis que la nudité, au final, c'est comme une espèce de prétexte, au final, aux propos que tu veux amener dans l'essai. Et donc, en fait, c'est ça, je voulais que tu reviennes un peu peut-être sur comment t'es venue cette idée, j'allais dire d'essai, mais au final de thèse aussi. Comment t'es entrée dans ce sujet-là? Et peut-être aussi un petit mot sur ta méthodologie que j'ai trouvée hyper intéressante. Parce que tu dis que tu veux sortir des carcans très traditionnels en méthodologie. Et effectivement, tu le fais. Donc, peut-être un petit mot sur ces deux aspects-là. Oui, c'est ça ce que tu mentionnes sur le fait que la nudité était un prétexte. C'est vraiment un constat auquel je suis arrivée vraiment à la fin. J'avançais vraiment au fur et à mesure sans vraiment savoir. J'avançais par hypothèse, donc j'avais pas de corpus prédéterminé, j'avais pas de questions ou de sujets clairs, mais j'avais juste, c'est ça, une image au départ qui était une figure récurrente dans les productions culturelles, mais aussi en théorie. Puis, ouais, c'est ça, c'est une thèse qui s'écrit un peu dans le désordre aussi. Donc, j'ai commencé vraiment avec une scène qui se trouve au milieu de l'essai, qui est la scène d'un film de David Lynch qui s'appelle Blue Velvet. Puis j'avais commencé à travailler sur ce film-là, puis sur cette scène-là, qui rejouait dans la posture, dans la silhouette, une scène de la guerre du Vietnam. Donc, je trouvais ça intéressant de voir entre cette image-là, puis la guerre du Vietnam, des vases communicants. Mais donc, ça a été vraiment une porte d'entrée pour savoir qu'est-ce qu'on vit ou qu'est-ce qui se passe quand on regarde une femme dénudée. Qu'est-ce qu'on essaie de provoquer comme effet, mais aussi quels propos on veut tenir peut-être à travers cette image-là. Puis, à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé justement à creuser autour des discours plutôt qui entouraient la nudité féminine. Puis ça m'a vraiment amenée à m'intéresser à un moment clé de l'histoire des idées, de l'histoire de la philosophie, qui est donc ce qu'on a appelé la French Theory, donc qui est ce moment-là où, dans les années 70, la théorie de la sexualité de Michel Foucault, de Jacques Derrida, se fait traduire en anglais. Et réapproprié aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que naît les Gender Studies, donc par ce travail de réappropriation, mais aussi un peu de travestissement de la théorie. Puis, dans ces œuvres-là aussi, donc, se manifestait pour la première fois de cette façon-là le féminin, mais aussi la philosophie se pensait à travers la figure d'une femme voilée, d'une femme qui se voile et se dévoile. Donc, je trouvais ça intéressant d'interroger la fonction pour la discipline elle-même, pour l'institution elle-même, d'en passer par cette image-là ou cette figure-là pour se valider ou se justifier ou pour théoriser ses propres limites.
Puis après ça, c'était aussi de remarquer, disons, les rapports du regard philosophique, justement, sur cette figure-là, qui était majoritairement masculin. Donc, ce sont des hommes qui dissertent sur cette figure-là. Donc, je prenais aussi une des premières hypothèses un peu spéculative, c'est spéculatif, là, mais je me disais, je pense pas que des femmes ou des personnes qui s'identifient à cette figure-là réagissent de la même façon ou fantasment de la même manière devant cette figure-là ou l'idéalisent ou la subliment de la même façon ou pour les mêmes fins. Donc, après avoir fait une critique un peu d'un rapport du regard qui reproduit, disons, une binarité sexuelle, une hétérosexualité, j'avais envie de me départir de ça puis d'imaginer quel genre de relation d'objet, de désir aussi pouvait avoir lieu quand une femme regarde une femme nue. Est-ce que c'est simplement un truc d'imitation, d'émulation ou d'identification ou il y a autre chose qui joue aussi en arrière de ce jeu de représentation? Donc, c'est ça, l'essai, finalement, après avoir fait une critique pour me détacher, pour me donner aussi l'espèce d'autorisation de continuer à avancer, j'explore finalement des corpus féminins, des corpus trans, des corpus aussi d'écrivaines afrodescendantes, justement pour théoriser ou repenser, remanier cette question-là de la nudité, mais aussi du terme aussi de féminin, féminité, femme, qui pour moi était comme... devait se penser aussi ensemble avec l'avènement ou le surgissement de la figure de la nudité. Ouais. C'est ça, donc, mais je sais pas si tu veux que je continue. Non, mais, mais en fait, là, j'ai prévu quelques questions et en fait, tous les éléments que tu as énoncés, c'est presque mes questions, c'est juste pas dans mes noms. Du coup, c'est extrêmement intéressant, donc on va prendre chaque fil, comme ça, on va tirer dessus. Peut-être d'abord par ce que tu appelles, enfin, ce que tu nommes l'hétérosexualité, le regard hétérosexuel et la binarité de genre qui se crée dans l'image. Peut-être, en partant de ça, qu'est-ce qu'il y a de, entre guillemets, de si hétérosexuel dans les images que tu as pu analyser et comment tu identifies cette hétérosexualité, comment tu la situes, enfin, peut-être développer un peu ce que tu entends par là. Déjà, c'est ça, c'est comme la parole et la pensée étaient du côté du masculin, donc des philosophes masculins qui parlaient des femmes, de la féminité. Il y a entre autres, disons, un nœud qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a obsédée, à travers lequel je réfléchis encore aujourd'hui dans mes réflexions. C'est le travail de Jacques Derrida qui a théorisé donc, le féminin pour justement essayer de le détacher ou de le sortir d'un rapport binaire homme-femme, pour essayer de dire finalement la femme qui est écrite ou qui est fantasmée par les philosophes depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, c'est une création d'homme, c'est une fiction masculine. Donc, ce qu'on croit qu'est la femme n'est pas là, c'est pas ça. Donc, le féminin, finalement, c'est le scepticisme par rapport au discours de la vérité, finalement. Donc, puis c'est ça, il y a la philosophe qui a été une étudiante de Jacques Derrida, la philosophe Catherine Malabou, qui reprend justement cette espèce d'impasse ou d'impossibilité qui se crée quand, finalement, le féminin se pense sans les femmes, finalement. Fait que c'est comme si elle insérait dans le discours un peu idéal ou abstrait de la philosophie les corps des femmes ou les corps féminins dans l'institution. Donc là, ça devient matériel, ça devient politique. Donc il y a vraiment aussi, c'est ça, une autre hypothèse qui embarquait que finalement la pensée ou les femmes en philosophie ou le féminin en philosophie a toujours reposé sur leur absence de l'institution. Donc, il y avait aussi des rapports politiques à interroger et à reconnaître, finalement, ou à remettre en jeu, disons, dans une conversation, quand on reprend donc, la philosophie des années 70, de la déconstruction, de réinterroger ça à la lumière de ce problème-là. Donc, quel effet ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut critiquer? Et donc, c'est ça. Après ça, je me suis intéressée, il y a Catherine Malabou, mais qui se revendique
de Luce Irigaray, qui est une philosophe aussi qui a été l'exclue des institutions, donc de la philosophie, de la psychanalyse, donc qui a toujours aussi, dans ses œuvres, été un peu précurseur de cette question-là aussi, de la femme dans la pensée, dans la philosophie, mais qui a toujours été aussi dans une espèce de riposte ou de réponse à Jacques Derrida. Et donc à cette élite aussi philosophique qui menait le grand jeu à cette époque-là, qui était populaire, mais donc elle n'a pas été impopulaire non plus, c'est-à-dire qu'elle a été très célébrée aux États-Unis aussi parce que sa pensée a aidé à l'ouverture d'un champ théorique assez important. Mais c'est aussi de revoir l'apport de Luce Irigaray, de cette pensée-là du féminin, au-delà aussi de cette... c'est-à-dire que c'est une philosophe féministe qu'on a accusée de faire de l'essentialisme, c'est-à-dire de réduire le féminin à sa nature, à sa biologie. Mais donc, d'interroger en quoi son propos était aussi une réponse ou venait compromettre finalement l'institution. Je trouvais ça quand même pertinent de ramener ça dans la mêlée, dans l'interrogation que je me posais. Ouais, c'est hyper intéressant. Et après, tu continues aussi dans la même lancée. Et quand tu parles de la question raciale, j'ai trouvé ça particulier. Enfin, j'ai l'impression que tu en parles principalement à 2 moments. Donc, il y a toute la réflexion que tu fais autour de Napalm Girl, donc la photographie. Et puis, un peu plus loin, à ce propos, il y a une citation qui m'a marquée. Tu dis « Il fallait la souffrance d'une jeune fille dénudée pour que se fondent les nouveaux discours démocratiques américains. » Donc, elle a quelque chose d'extrêmement politique. Et plus loin, et ça m'a fait penser aussi à la notion d'efféminationalisme qui était théorisée par Sarah Faris et qui renvoie justement à toute cette vision très occidentale vis-à-vis des corps féminins et de la manière dont on genre aussi, plan politique, sur le plan des discours, aussi sur le plan économique, les corps racisés ou issus des Suds. Et après, tu évoques juste après le nationalisme, en fait, donc là qui renvoie à l'instrumentalisation des questions LGBTQ+, à des fins nationalistes ou racistes ou impérialistes. Je sais plus si tu en parles ou pas, mais en tout cas, je sais que l'ouvrage de Jasbir Kapoor s'ouvre sur les images d'Abu Ghraib, en fait, et de la torture. Et en fait, comment justement je trouve ça extrêmement complexe, en fait, quand je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension-là. Et puis à la fin, il y a des chapitres qui se concentrent particulièrement sur la question raciale, où tu parles de blackness, etc. Et donc, comment tu fais pour articuler ces questions-là de la nudité féminine avec toute la question raciale, voire toutes les questions raciales qui peuvent s'accompagner? Tu es plus concentré peut-être sur la question de la blackness, mais il y a d'autres constructions raciales aussi. Donc, comment tu as fait pour articuler cette conjoncture-là? Oui, je pense que le liant, finalement, ce qui a réussi à faire tout tenir ensemble, c'est justement l'interrogation ou la quête de la femme. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire quand on nomme la femme. Comme groupe politique, comme classe sociale, comme idée. Donc, tout dépendant du contexte dans lequel on se trouve, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans les cercles féministes, dans les cercles féministes blancs, l'usage, mais aussi la signification, puis les ramifications politiques que ça peut entraîner, que ce terme-là, les significations de ce terme-là peut entraîner, varient. Donc, c'était une façon pour moi de progresser, d'interroger la fonction, finalement, de la nudité féminine, dans la mesure où pour moi, la nudité féminine, c'est une façon d'idéaliser finalement la femme. Donc, c'est d'interroger les différentes idées de femmes et de recontextualiser politiquement, disons, ou culturellement, ces différentes occurrences, ces différentes manifestations. Puis c'est ça, je crois que aussi le chapitre qui porte plus spécifiquement sur
ben, la blackness, je ne sais plus comment je l'écris, le féminisme noir, mais aussi, c'est ça, la perspective noire sur la féminité. Ça a été aussi pour moi un espèce de moment pivot où il fallait aussi que je prenne en compte des angles morts ou des points aveugles aussi de la théorie avec lesquels je jouais depuis des années. Puis aussi de voir qu'est-ce que ça signifie en dehors de ces cercles-là. Mais finalement, j'ai été attirée, en tout cas, je sais pas, c'est un peu un hasard aussi au film, et que malgré le fait que je sors, disons, d'un cercle féministe X, blanc dominant, occidental, d'un cercle, disons, afrodescendant ou de la diaspora afrodescendante, il y a toujours il y a des lieux communs qui reviennent ou des lignes d'attaque qui sont communes malgré tout, les accusations, les critiques diffèrent, mais on s'en prend toutes à la question de cette féminité éternelle, mais aussi de ce fantasme-là de l'origine du monde, finalement, qui parsème chacune des œuvres que j'ai sélectionnées. Comme si la vision de la nudité, mais du dénudement, nous donnait un peu accès à un état, à un récit originel de l'humanité, de la pensée, l'origine de l'art, l'origine de la race aussi. Donc, la question de l'origine était aussi liée à cette figure-là. Ça venait catalyser donc cette question-là. Donc, la vérité de la femme est liée à la question de son origine aussi, mais aussi en quoi ce récit-là ou cette figure-là tient à soutenir des récits politiques, par exemple le rêve américain, qui repose sur un état un peu intouché, immaculé d'avant la guerre, avant l'immigration, donc auquel on veut retourner, mais qui est toujours aussi prégnant actuellement dans l'actualité. Donc on remet... on ravive finalement ces idéaux-là ou ces mythes-là pour essayer de maintenir une idéologie particulière qui repose aussi encore là sur une hétérosexualité, entre autres, et un racisme aussi. Là, Ouais. Puis une autre idée aussi que tu abordes et qui est très actuelle, c'est celle de la transidentité et ou de la transsexualité. Et donc, tu expliques que le passage par la transsexualité sert à repenser le féminin, le féminisme et leurs relations communes, consubstantielles. Car, donc, selon toi, je te cite, le féminisme pourrait, de manière féconde, donc le féminin, considéré comme un espace émancipateur pour les personnes trans. Je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le fait de se pencher sur les réalités trans permet justement de reconfigurer le féminin et le féminisme? Qu'est-ce que ça reconfigure concrètement? Et peut-être aussi pourquoi, et c'est important de faire cet effort pour la pensée féministe, en fait. C'est ça, donc pour reprendre un peu le début de la thèse, c'était aussi de voir parce que la nudité féminine, c'était d'abord chez certains philosophes une expérience de désir. Donc l'homme est devant la femme, puis il y a un rapport sexuel fantasmé, sublimé, homme-femme. Donc, pour moi, c'était aussi d'essayer d'imaginer, de resignifier l'expérience du désir. Un désir qui ne serait pas masculin, finalement. Donc, dans un univers un peu... c'est ça, où finalement, le féminin pourrait être désiré par des femmes. Donc, la question du désirer le féminin ou désirer être femme, même si femme demeure une fiction, j'avais envie d'explorer quelles possibilités théoriques, émancipatoires aussi, pouvaient résider dans ce rapport-là, disons, je le dis un peu grossièrement, mais positif, au lieu de penser la femme comme étant seulement le résultat d'une oppression. Donc, c'est un peu le point de vue du féminisme matérialiste, de penser que la femme est le produit de la violence, de l'oppression, mais donc, il demeure que des personnes s'identifient comme femmes ou veulent être féminins ou féminines. Donc, c'est quoi ce désir-là? Puis, est-ce que je crois que l'une des accusations ou l'une des tensions dans le féminisme aussi, à l'endroit du féminisme trans ou des femmes trans en particulier, c'est de leur reprocher finalement de reproduire des stéréotypes, d'essentialiser un féminin ou l'idée d'une femme, que le féminisme, disons, de la deuxième vague
essaie de déconstruire depuis longtemps, donc depuis les années 70, mais même avant. Donc, c'est aussi d'essayer de me défaire de cette accusation-là ou de cette impossibilité-là de penser pour voir qu'est-ce que ce désir-là et qu'est-ce que cette valorisation-là de la féminité et du féminin peut aussi créer comme solidarité, comme communauté aussi de pensée. Encore là, dans une perspective du mieux vivre, là, pour reprendre un peu l'idée de Judith Butler sur cette question-là. Puis c'est aussi l'un des aspects que je traite aussi dans cette section-là où je parle de la transsexualité, c'était aussi de voir comment, en théorie, c'est devenu aussi... On reproche à certains théoriciens, certaines théoriciennes d'avoir instrumentalisé la transsexualité dans un but de capital théorique ou de profiter finalement de l'expérience ou d'idéaliser, de désincarner l'expérience trans au profit de la théorie. Mais donc, on n'a pas besoin, encore une fois, de penser la transféminité avec des personnes transféminines, par exemple. Donc, c'était aussi de défaire cette scission-là, cette dichotomie-là pour réfléchir justement à cette part de désir, finalement, qu'appelle le féminin ou la femme pour des sujets féminins ou s'identifiant comme femme, sans que ça mène nécessairement à rigidifier ou à fixer la femme dans une idée ou une fiction éternelle. Ouais. Très intéressant. Et après, là, je vais poser une dernière question, ou peut-être une avant-dernière. Il y a quelque chose aussi qui m'a extrêmement intéressée et j'ai l'impression que ça vient justement parce que, en fait, j'ai l'impression que tu arrives à ces derniers chapitres-là où tu penses vraiment à la représentation, mais donc depuis des perspectives, enfin la nudité, depuis des perspectives féminines, parce que aussi tu es passé par l'interrogation de la question raciale, l'interrogation de la question de la transidentité, de la transsexualité, et c'est là que peut-être on arrive à se poser la question de, ok, peut-être que c'est possible aussi de renverser le truc et de voir les choses différemment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je viens à ma question. Mais en fait, c'est précisément au moment où tu parles de l'œuvre photographique de Lawson, tu écris qu'il y a peut-être entre l'artiste et les personnes photographiées, les sujets donc des œuvres, quoi, une entente autour du sens que prend un corps dénudé, une sensibilité commune. Une sorte de capacité à voir la beauté d'un monde qui ne serait pas défini par des référents raciaux. Et donc de là, en fait, comment tu penses comment tu as pu voir ou tu as pu analyser la manière dont on peut représenter, donc par-delà justement en fait les désirs hétérosexuels, les désirs situés en Occident, blanc, etc. Donc comment on représente d'autres nudités depuis d'autres perspectives, et quelles sont en fait les conditions peut-être d'existence même de ces représentations-là qui sont différentes au sens où elles proposent d'autres visions. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si je comprends bien, mais je vais te tenter une réponse. Mais je crois que c'est aussi en lisant Léonora Miano, dans son essai Écrit de la parole, elle écrit une phrase qui a été comme pour moi... je sais pas, un fantasme, là. Tout à coup, c'est devenu une idée. Elle écrit quelque chose comme j'aimerais pouvoir me penser en dehors des signifiants raciaux, en dehors de ce que la culture appose sur mon corps, sur ma peau. Donc, j'aimerais simplement être. Donc, pour moi, simplement être, un peu en dehors de l'histoire, en dehors de la culture, est-ce que c'est possible? Ouais. Je pense qu'ultimement, non, mais je pense que l'art est peut-être capable de créer l'instant c'est pour un moment, un espace de liberté qui existe peut-être au moment de l'écriture, au moment de la prise de photo, au moment de la création, qui justement qui fait abstraction de cette violence-là qui définit les corps ou la nudité à travers la violence. Puis tout à coup, la couleur de la peau a une autre signification, c'est pas nécessairement lié à une dichotomie blanc-noir ou... c'est ça, des oppositions, ces binaires raciales tel qu'il a été pensé par une certaine tradition philosophique, théorique. Mais donc, c'est ça. Puis après ça, c'est vrai que peut-être que ça, c'est l'idée la plus
abstraite ou, je sais pas si c'est peut-être un rêve aussi, mais c'est un rêve que partagent plusieurs artistes ou écrivaines que je sollicite dans l'œuvre. Puis c'est aussi, c'est ça, la question d'être sans tout ça, sans mon sexe, sans ma race, sans tout ce qui signifie et qui me dévalorise culturellement. Peut-être que l'art est capable de rendre ça. Donc, il y a, dans chacune des œuvres dont je me sers, je pense qu'il y a ce double mouvement-là de départ ou d'exclusion, de rejet de ces discours-là. Donc, il y a un non flagrant qui est énoncé, mais aussi une espèce de jouissance ou d'extase à exister en dehors de ce monde-là qu'on a mis à la porte, finalement. Donc, il y a comme plein d'endroits clos aussi, de chambres, de salons, qui deviennent un peu les lieux de prédilection là, des protagonistes, des personnages de fiction, mais aussi des photographies, des films, qui permettent d'expérimenter ça peut-être, finalement. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, ouais, en fait, c'est justement sur cette partie-là, enfin, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est la manière dont tu l'expliques un peu, c'est comment est-ce que peut-être même déjà l'art peut-il créer un moment, voler même un moment furtif où il y a d'autres référents qui viennent définir les choses, il y a d'autres codes, peut-être même d'autres logiques, enfin un autre monde possible en fait. Oui, donc tu réponds à la question. Et ça me fait penser un peu aussi, je pense que je fais juste la mentionner en introduction, mais ça a été une lecture qui m'a quand même habitée durant la rédaction de la thèse, mais c'est le texte de Sara Ahmed, Living a Feminist Life, qui est un livre finalement sur la méthodologie féministe et qui prend le pari de ne pas citer d'homme blanc dans son œuvre. Donc, tu sais, c'est comme par cette exclusion-là de ce qui fait violence, peut-être, pour la personne qui écrit, qu'est-ce que ça crée? Donc, c'est aussi de voir ça, tu sais. Qu'est-ce qui advient quand ce qui fait violence est mis à la porte? Puis, je pense que c'est un peu le désir qui se trame là, chez les artistes, les autrices, les théoriciennes de ce livre-là. Puis c'est ça, de pouvoir se mettre à nu, finalement, sans avoir peur de se faire réapproprier par les discours dominants, d'être objectifié ou... ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est extrêmement intéressant. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres questions. Des réactions. Des réactions, d'ailleurs, mais des commentaires. Non, timide. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là, en tout cas. Ouais. Peut-être que j'en profiterai juste pour remercier déjà l'équipe de Le Guillion d'avoir été intéressée à tenir le lancement ici, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Guy Champagne, puis l'équipe des presses universitaires de Montréal, d'avoir patiemment m'aider à remanier ce texte-là. Surtout, c'est dur de passer à une langue tellement crispée dans la scolarité, dans le jargon scolaire, d'être capable de justement délasser un peu là, cette rigidité-là. Ça a été quand même un travail de longue haleine, puis j'en suis très reconnaissante aux personnes qui m'ont aidée à le faire. Puis vous ici, qui m'avez toujours été, je sais pas, des gens qui ont été là du début à la fin ou presque, ou enfin qui arrivent au moment où ça devient quelque chose d'autre, mais sans quoi... je sais pas. Pour moi, la thèse aussi contient toutes les discussions, tous les rendez-vous, les expériences qui ont été vécues aussi pendant le temps de la rédaction. Donc, c'est aussi un livre significatif pour ça. Donc, je vous remercie d'avoir été dans ma vie. Puis d'être là ce soir. C'est un petit conciliabule très intime, mais ça compte beaucoup pour moi que vous soyez là. Donc, merci beaucoup.